Bienvenue à tous. Une année s'en va, une autre s'en vient. Occasion de faire le bilan de l'année qui s'achève. Voici venue donc l'édition spéciale de Gabon 24 qui verra défiler sur ce plateau plusieurs journalistes de notre rédaction pour faire donc justement le point de l'actualité de 2018. Déjà, meilleurs vœux à tous pour l'année 2019. On commence tout de suite avec l'emploi, l'éducation, la santé, le logement, le pouvoir d'achat, les retraites qui sont entre autres défis de l'exécutif pour l'exercice 2018. Le président de la République, lors de la traditionnelle présentation des vœux à la nation du 31 décembre 2017, avait décliné les principales préoccupations qui devaient guider son action. Un an plus tard, faisons le point des promesses en termes d'avancée, de limites à l'action, les perspectives naturellement. Je reçois à l'occasion Marielle Biougou, première intervenante de cette émission. Marielle, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Meilleurs vœux déjà. Merci à vous également. Merci. Dans les défis énoncés, rien que dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du logement, pour ne citer que ces secteurs, quels sont les défis qui ont été relevés pour 2018? Quelles sont les limites à l'action et peut-être aussi les espoirs permis? Ben écoutez Ismaël, des annonces fortes avaient été faites par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le 31 décembre 2017 pour l'année en cours, donc l'année 2018 qui est en train de s'achever. Des annonces faites dans différents secteurs jugés prioritaires par le numéro 1 gabonais, en tête desquels l'éducation. Vous le savez, on peut citer quelques réalisations puisqu'on est parti du stade d'annonce au stade de réalisation. On a entre autres la rénovation d'établissements avec 868 salles de classe qui ont été rénovées sur l'ensemble du territoire national. On a également l'aménagement des salles informatiques, donc pour arrimer les programmes gabonais à ce qui se fait au niveau international. Et on peut citer le CS Léomba 2, le lycée Pauline Njenjen-Gonjou de Libreville et également le lycée d'État de Franceville, un programme qui entre en parfaite harmonisation avec la vision du Gabon numérique prônée par le chef de l'État. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, il y a également l'ouverture en début d'année des complexes scolaires avec la livraison donc, de ces complexes scolaires d'Ovendo et de Bikele qui ont permis à près de 6000 élèves, rassurez-vous Ismaël, d'être admis en 6e et de pouvoir poursuivre leurs études dans ces établissements-là. Donc des annonces qui sont devenues des réalisations. Et comme ces annonces-là, il y a également la task force qui a pu voir le jour de l'éducation qui s'est tenue récemment dans notre pays. Une task force qui a pu aboutir et déboucher sur un plan quinquennal de l'éducation nationale. On peut considérer comme entre autres réalisation de cette task force-là un plan qui suggère donc la réalisation d'infrastructures scolaires, le lancement de nouvelles filières stratégiques, l'amélioration de curricula. En tout cas, vous l'aurez compris, pour améliorer le rendement des étudiants gabonais et pour répondre aux besoins d'adéquation, formation, emploi. Également, il faut donc un schéma directeur. Un schéma directeur qui sera conduit par des conseils d'administration qui seront tenus par différentes administrations de la République, donc le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et du budget, entre autres. Il y a eu également, Ismaël, en passant sur ce secteur de l'éducation, pour aller un peu au pas de course comme ça, le secteur de la santé. Parce que le temps nous est compté. Effectivement, le secteur de la santé qui est sorti la tête de l'eau avec ce fait majeur, la gratuité des frais d'accouchement. Et oui, le 31 décembre 2017, cela paraissait comme une promesse de campagne pour les Gabonais, comme une promesse de plus du chef de l'État, mais non. En 2018, on a pu le toucher du doigt, on a pu voir la concrétisation de cette promesse-là, excusez-moi, avec 40 000 femmes qui ont pu bénéficier de cette gratuité des frais d'accouchement. Entre autres faits qui ont marqué le secteur sanitaire dans le Gabon, il y a également l'arrivée ou la mise en place de cliniques mobiles, vous le savez, avec le SAMU social qui va au plus près des populations les plus défavorisées, les plus démunies. Il y a également eu l'opérationnalisation du centre hospitalier universitaire Jeanne Ebori qui est spécialisé dans les questions de mère-enfant, donc qui a pu voir récemment également en décembre ses premières naissances. Et on passe rapidement avec des campagnes de sensibilisation, entre autres d'ophtalmologie, Vision pour tous et Octobre Rose pour la lutte contre les cancers féminins, des campagnes qui sont très chères à la Première Dame. Pour aller un peu plus vite, Ismaël, je veux également, je ne pourrais pas refermer mon propos sans parler de l'emploi. Parce que vous le savez, les Gabonais ont besoin d'emploi. Et l'une des priorités du chef de l'État, c'est de réduire le taux de chômage. Il avait annoncé 10 000 emplois au milieu de l'année. Donc en août 2018, on parlait déjà de plus de 5 000 emplois qui avaient été octroyés selon les chiffres de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Entre autres, il y a eu les retraites, un combat pour lequel le président de la République est également en avant parce qu'il faut revaloriser ces pensions-là. Et donc, il faut dire qu'il y a un projet de loi qui a été mené par le ministre du Budget et qui est actuellement en révision du côté du Parlement, actuellement à l'étude, qui pourrait permettre à ces pensions-là d'être revues à la hausse. Pour terminer mon propos, parce que la question du logement est une question qui compte également pour les Gabonais. Et là, alors que certains penseraient que ça, ce serait le maillon faible finalement de la politique du gouvernement. Effectivement. Au contraire, Ismaël, il y a eu quelques réalisations qu'on peut entre autres citer. Il y a eu, vous le savez, 305 000 logements socio-économiques et 10 équipements collectifs qui ont été le fruit de partenariats publics-privés, donc entre l'État gabonais et plusieurs partenaires au développement. Il y a eu des logements livrés par la défunte Société nationale du logement social CNLS. Et pour terminer, finalement, pour optimiser les dépenses dans ce secteur-là et pour améliorer les réalisations, on a vu la CNLS qui a été cédée à la SNI, donc les parts de la CNLS qui ont été cédées à la SNI, une manière de regrouper ces sociétés-là et d'optimiser la dépense pour améliorer le vécu des Gabonais. Et on l'espère pour l'année 2019 que ces chantiers-là vont se poursuivre, que le gouvernement continuera sur cette lancée par la vision du chef de l'État, par le numéro 1 gabonais, donc vision propre au président Ali Bongo Ondimba. Avec plusieurs réalisations déjà à son actif. Merci Marielle Biyougou. On poursuit cette édition spéciale 2018. Le nouveau gouvernement, vous faites bien de le dire, est attendu au pied du mur. Puis bien se faire à l'idée que le chef de l'État fixe le cap, puis au cabinet formé par le Premier ministre de se mettre au travail. Merci Madame. Merci. On va tout de suite entamer un autre volet de cette édition spéciale. Le gouvernement sortant laisse derrière lui tout un programme relatif au plan de relance économique. Ce plan mis en place depuis 2016 a déjà bénéficié de l'appui des bailleurs de fonds internationaux pour son exécution. On parle d'une enveloppe qui se situerait autour de 102 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Michel Tseni, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Alors, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. L'un des objectifs de ce plan de relance économique consiste à améliorer le bien-être des populations en réduisant de 100 000 le nombre de Gabonais économiquement faibles. Cela passe donc par la diversification de l'économie pour produire plus de richesses et aussi par la promotion de l'agriculture pour lutter contre la vie chère. À quel niveau, justement, Michel Tseni, l'État règle-t-il aujourd'hui la question de sa dépendance alimentaire ? Ismaël, commençons d'abord par identifier les principales denrées alimentaires, importées par le Gabon. En 2016, le gouvernement s'est donné un défi, celui de parvenir à réduire de moitié d'ici 2020 les importations alimentaires qui constituent une enveloppe globale de 824 milliards en 2017. Donc, cette dépense est considérée comme un des plus lourds postes de dépenses. Donc, le Gabon importe essentiellement de la viande porcine, de la volaille, de la viande bovine et du riz. Et voilà. Alors, au terme des victoires de ce plan qui est de 2016 à 2020, donc le gouvernement a décidé de réduire de moitié ces importations. On peut noter que durant les 9 premiers mois de l'année 2018, les importations ont baissé de 4%. Je vais vous les citer comme ça, pêle-mêle. On peut noter que les viandes et abats sont en chute de 23,5%, les céréales en retrait de 9,4%, tandis que les poissons crustacés reculent de 22,4%. Alors, comment le gouvernement tente de parvenir à ce grand projet, à ce vaste projet qui consiste à réduire les importations? Effectivement. Donc, le gouvernement gabonais s'est lancé depuis 2014-2015 sur ce vaste chantier qui est dénommé le programme Graines, qui vise notamment à favoriser l'autonomie agricole du Gabon, parvenir à la sécurité alimentaire et aussi à promouvoir l'employabilité non seulement des jeunes, des hommes, qui vise forcément à améliorer le quotidien des Gabonais, surtout que le Gabon dépendait à une certaine époque de la manne pétrolière. Alors le gouvernement gabonais veut comme ça inverser la tendance. Donc à cela on ajoute
les partenaires sociaux tels que le FMI, les bailleurs de fonds internationaux. Voilà, le Fonds monétaire international qui a signé avec le Gabon un accord élargi triennal qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique d'un montant de 367,238 milliards de francs CFA. Au moment où il a été approuvé, le pays a déjà bénéficié de 3 décaissements. Le dernier en date est du 19 décembre dernier et s'élève à près de 60 milliards de francs. À cela s'ajoute la Banque africaine de développement qui a accordé au Gabon 800 millions de francs en termes de financement de 2 projets en ce qui concerne le secteur agricole. Mais le ministère gabonais de l'agriculture chargé du programme Graines n'est pas en reste de ces réalisations. On note par exemple la formation de 200 jeunes déscolarisés au métier agricole dans le cadre du projet AFIP financé par l'Union européenne. Et ce même ministère a accompagné des coopératives avec la création de 210 coopératives, toutes détentrices d'un agrément technique, la délivrance également de 30 agréments d'exploitation. In fine, Ismaël, pour résumer, on peut dire que si on produit plus, notamment par le biais du programme Graines, comme parmi tant d'autres, le Gabon va nécessairement créer des emplois et le Gabon va atteindre son autosuffisance alimentaire et diversifier son économie. Ce défi est donc possible à réaliser selon Michel Tseni. Merci Michel. On reste sur le plan de la relance économique en cours d'exécution depuis le début 2018 au Gabon. Un rappel, il intègre la rationalisation de la gestion des services publics personnalisés, l'apurement de la dette intérieure, la programmation triennale des investissements publics ainsi que la maîtrise des comptes sociaux. Ce dossier très bien suivi par Gabon 24 va plus loin parce qu'il y inclut la maîtrise des dépenses publiques à travers un encadrement renforcé de la masse salariale. Michel Sandra Assengon, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. Alors, ces réformes jusqu'à cette date ont été menées comment par le gouvernement et quid des premiers résultats? Oui, Ismaël, il faut souligner qu'en 2014, avec la baisse du prix du baril du pétrole, les économies qui dépendent fortement de cette richesse-là ont connu un choc dans le Gabon. Donc le gouvernement gabonais s'est lancé dans une opération d'assainissement des finances publiques, comme vous l'avez annoncé. Donc le gouvernement s'est alors fixé un objectif, celui de ramener la masse salariale annuelle qui est aujourd'hui de près de 60 milliards de francs CFA par mois à 40 milliards de francs CFA pour cette année 2018. L'objectif étant ici d'atteindre une économie de 70 milliards de francs CFA. Il faut souligner que la masse salariale annuelle au Gabon s'élève à 710 milliards de francs CFA. Donc le gouvernement veut ramener cette dette-là à 400 milliards de francs CFA d'ici à 3 ans. Et pour cela, justement, le gouvernement a pris certaines mesures qui aujourd'hui sont en application. La première était la mise en place du recensement des fonctionnaires qui a permis de dénicher plus de 6 000 fonctionnaires fantômes. Donc cette opération-là a permis au gouvernement gabonais de faire des économies. Il y a aussi le système de pointage, Ismaël, qui permet de lutter contre l'absentéisme dans les administrations publiques. Mais dans ces mesures-là, il y a la présidence de la République, la première institution du pays qui a pris une mesure forte, notamment avec le chef de l'État qui décide de diminuer ses effectifs de 40%. Quelques semaines plus tard, la primature va emboîter le même pas en réduisant de 52% ses effectifs. Tous ces agents-là qui étaient dans ces administrations-là ont été remis à la disposition de leur administration d'origine. Il y a aussi d'autres mesures dans le but de rentabiliser justement les établissements publics personnalisés. Entendez ici les agences. Nous avons vu au dernier conseil des ministres qui a été dirigé par le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, nous avons vu la suppression de 8 agences. Il faut souligner que parmi ces agences et certains ministères, il y avait des missions qui se chevauchaient. Et donc, ça causait plus de dépenses au gouvernement. Or, il est ici question de supprimer ces agences-là et on remet ces missions-là aux administrations qui existent déjà. Et nous avons le cas le plus parlant, c'est le cas de la SNLS,
tout à l'heure, Marielle Bijogou en parlait, qui aujourd'hui n'existe plus au profit de l'ASNI. Donc, Ismaël, en fait, il faut souligner ici que toutes ces mesures-là ont été prises pour relancer l'économie gabonaise. Et justement, en novembre dernier, lorsque le FMI, le Fonds monétaire international, et les experts gabonais se sont retrouvés en novembre, le FMI a justement reconnu ces efforts-là faits par le Gabon et qui continue de faire. Les efforts vont s'étendre sur 3 ans. Donc le Gabon a fait d'énormes efforts pour redresser son économie. Et justement, on annonce un redressement de l'économie gabonaise à 2019 à 5%. Donc, comme le disait tout à l'heure Michel Tseni, le Gabon a donc reçu une autre tranche d'aide du FMI qui s'élève à 50,6 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez... Et surtout signaler que les réformes restent un chantier. Oui. Certaines choses ont été faites, d'autres restent à faire. Justement, il y a plusieurs mesures... Chimène, bon courage. On va passer à toute autre chose à présent. Et nous voici dans le grand dossier politique de l'année 2018. Ce sont quelques 680 000 électeurs gabonais, parmi lesquels le président Ali Bongo Ondimba, qui ont participé, souvenez-vous, le 6 octobre 2018, aux premières élections couplées consacrées aux législatives et aux locales. Avec moi sur ce plateau, Armstrong Agaya. Bonsoir Armstrong. Bonsoir Ismaël. Et meilleurs vœux déjà. Merci à toi. Peut-être nous faire la genèse de ces élections couplées, comment on en arrive là. Alors, il faut dire que le constat part d'abord du mois d'avril 2018, puisqu'il y a eu plusieurs reports en ce qui concerne ces législatives au sortir de l'élection présidentielle de 2016. Et donc, en avril 2018, saisie par le Premier ministre, la Cour constitutionnelle a dû interpréter les textes, notamment, on parle de l'article 4, 28, 28A, mais également de l'article 31, 32, 34, 35 et suivants de la Constitution gabonaise pour la constatation de la vacance au niveau de l'Assemblée nationale qui impliquait également la dissolution de l'Assemblée nationale et donc la démission du gouvernement. Et donc, puisque toute nomination au poste de Premier ministre est à la discrétion même du gouvernement, est à la discrétion du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba a simplement reconduit Emmanuel Isozen Ngondé avec pour calendrier une obligation, celle de préparer ces élections législatives mais également locales, tenant compte du temps qui était imparti. Et du coup, on est passé d'une élection législative à un tour majoritaire, d'une liste majoritaire à un tour, à une liste uninominale à 2 tours, mais également couplée avec les élections locales. Et donc, il faut dire que les reports qui ont été annoncés au cours des années précédentes, partant de 2016, ont permis également à la Cour constitutionnelle, mais également à la première institution du pays, de voir dans quelle mesure il fallait mettre en place des mécanismes qui sied de façon à mettre sur pied le centre gabonais des élections, puisque ce sont des résolutions issues du dialogue politique d'Angondjé après les élections présidentielles de 2016. Voilà pour la genèse de l'organisation de ces élections couplées. On en vient donc aux conséquences politiques sur le plan du paysage politique et institutionnel. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors, il faut simplement dire qu'aujourd'hui, ces élections qui viennent de s'achever ont démontré une fois de plus la capacité de certaines forces politiques en République gabonaise de pouvoir s'exprimer sur le terrain politique. Les résultats sont tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le Parti démocratique gabonais qui arrive en première position, qui vient démontrer une fois de plus son existence et son rayonnement territorial qui souffrait il y a quelque temps encore de certains reproches qui étaient faits par la classe politique, mais ce Parti démocratique gabonais est arrivé en tête tant pour les législatives, mais également pour l'élection locale, donc des présidents des conseils départementaux, mais également des municipales. Maintenant, à côté de ça, il y a que de nouvelles forces politiques ont pu démontrer et émerger au sortir de ces élections. Aujourd'hui, on a par exemple Guy Nzubandama, ancien président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'opposition, qui a conduit quelques personnes pour cette élection qui se retrouve désormais comme étant la deuxième force politique, même si on pourrait le dire sans risque de se tromper. C'est un peu un opposant à un roi sans couronne parce qu'aujourd'hui, sinon son parti occupe la deuxième place au niveau de l'Assemblée nationale, mais lui-même n'ayant pas pu se faire élire. Après, il y a également d'autres forces politiques qui sont arrivées et donc pour essayer de résumer tout cela, il faut tout simplement dire que ces élections, avec les nouvelles réformes issues du dialogue politique d'Angondjé, ont permis de démontrer qu'au Gabon, il y a de nouvelles forces en présence, il y a une nouvelle
façon de faire la politique, il y a une nouvelle façon de participer au débat démocratique. Mais ce qui est à saluer, c'est l'engagement des militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais, mais surtout de ses cadres, puisque ces derniers, quel que soit le déroulé et les reports qui auraient pu être imputables pour la suite de l'avenir de ce parti politique, celui-ci s'est quand même affirmé au sortir de ces élections. Et donc, le paysage se dessine avec cette nouvelle législature qui, dans quelques temps, devra être installée. Notamment, on parle de son bureau puisque la Cour constitutionnelle a vidé déjà le contentieux. Aujourd'hui, on sait quels sont les sièges politiques qui devraient repartir pour les partiels. N'empêche que ces derniers ne sont pas d'un nombre assez conséquent pour que l'Assemblée nationale ne puisse pas être mise en place. Maintenant, on est à l'attente simplement, comme le dit la Constitution, de la démission du Premier ministre, chef du gouvernement, et puis de la prestation de l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Merci Armstrong Agaya. Comment refermer cette page politique sans une allusion au séjour médical prolongé du chef de l'État à l'étranger qui, jusqu'à aujourd'hui, divise l'opinion sur l'existence de preuves de vie du président de la République? Lariska Laure Mamegui, bonsoir. Bonsoir. Jamais un débat n'a autant cristallisé les points de vue dans notre pays. Y a-t-il des explications audibles à cette ambiance plutôt malsaine autour de la santé d'un homme, qui plus est, président de la République? Effectivement, Ismaël, il faut dire que quelques jours seulement après l'annonce du malaise du président Ali Bongo Ondimba, une psychose s'est installée au sein de l'opinion, notamment du fait des réseaux sociaux, appelés communément les fake news, qui ont inondé la toile avec une supposée mort du président. On a vu des images truquées et même aussi des confrères, n'est-ce pas, d'une certaine presse étrangère, notamment Vision 4, qui, certainement en quête de scoop ou de sensationnel, a fait un peu dans la désinformation, donnant pour mort le chef de l'État. Ce scandale qui jusqu'à aujourd'hui continue de faire écho parce qu'ils ont écopé d'une sanction il y a quelques semaines du côté de leur pays. Après, il faut aussi parler du comportement de nos acteurs politiques qui en ont fait une récupération et même un fonds de commerce. Ces acteurs politiques qui, rappelons-le, au sortir de l'élection jumelée que le pays a traversée, ils ont essuyé dans l'ensemble une série d'échecs. Donc une certaine partie d'opinion s'attendait à ce qu'il y ait au moins un bilan de cet échec historique de toute une classe politique d'opposition. Mais au lieu de ça, beaucoup ont profité de la situation de l'état de santé du président pour faire un peu ce qu'on appelle en politique de la distraction politique, permettez la tautologie. Donc, ce qu'il faut saluer surtout, c'est la maturité du peuple gabonais, parce qu'il faut quand même le souligner, que malgré ces appels à l'insurrection, parce qu'il faut le dire, beaucoup d'acteurs politiques ont multiplié les salons, ont multiplié les déclarations de salon, comme on le dit, pour demander à la population d'adopter un comportement insurrectionnel. On se souvient encore de la dernière sortie de l'opposant Jean Ping, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, qui disait des propos comme dit « je ne vous retiens plus ». Donc c'est vrai que c'est un peu des propos qui emmènent la population, du moins ses adeptes, ses militants, à désobéir au pouvoir, sinon aux institutions déjà mises en place. Mais comme on dit, c'était une épée dans l'eau, ça a accouché d'une souris. Il faut le dire, le peuple gabonais a acquis une certaine maturité. Les gens sont beaucoup plus préoccupés à construire leur pays, à s'occuper de l'avenir de leurs enfants. Donc je vois que dans l'ensemble, il y a de moins en moins de Gabonais qui tombent un peu dans ce jeu de distraction. Surtout noter qu'il y a eu notre classe politique, d'autres leaders politiques qui ont appelé à la retenue. Effectivement, au nombre de ces acteurs politiques, il faut quand même le souligner, et ça c'est important de le préciser. Nous avons eu des acteurs, notamment M. Nguizouba Dama, M. Maïla et je crois aussi M. Chambrier, qui dans leur conférence de presse, dans les déclarations, ils disaient, bien qu'étant en divergence d'opinion avec le pouvoir en place, ne pouvaient en aucun cas souhaiter la mort d'un adversaire quel qu'il soit. Donc il faut quand même saluer aussi cette certaine maturité. C'est peut-être aussi un peu tout ça qui a mis de l'eau dans le vin et qui a permis à la population d'observer quand même une position assez mature face à cette situation. Et puis il faut dire qu'avec la communication officielle n'a pas été, on va dire, a fait son rôle, d'accord? Ils ont communiqué au moment et nous avons vu, bien qu'au bout d'un moment, beaucoup spéculaient sur la vie ou la mort du président, mais on a vu avec le temps qu'on a eu des images, on a eu des preuves de vie du président Ali Bongo Ondimba, ce qui a davantage conforté la position de cette partie de la population qui avait fait preuve de maturité jusque-là. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, l'institution fonctionne, l'État fonctionne, l'administration continue de fonctionner jusque-là,
en attendant le retour sur Libreville du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Lariska Lormamangui, merci, surtout meilleurs vœux, j'allais dire. Pour se détendre un tout petit peu, recevons en son et lumière avec toute la mythologie gabonaise, Notre-Dame Culture de Gabon 24, Gabriel Ratanga. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. Un grand débat international s'invite dans cette édition spéciale fin d'année. Il s'agit de la restitution des biens culturels africains séquestrés par l'Occident. Quelle est l'opportunité de ce débat et que faut-il en attendre pour notre pays ? Effectivement, Ismaël, l'année 2018 sur le plan culturel a connu beaucoup d'événements, il faut le dire. Mais avant que de parler de la restitution des biens culturels à l'Afrique, il faut rappeler qu'il y a eu d'abord le concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement en abrégé CAMES, où 5 Gabonais étaient en lice, un concours qui s'est d'ailleurs soldé sur une note positive pour le Gabon, pays organisateur. Ensuite, il y a eu la 2e édition du Festival culturel Gabon 9 provinces, un événement qui précède donc la fête des cultures qui, lui, a pour objectif de faire découvrir aux Gabonais d'origine et d'adoption la diversité culturelle des 9 provinces. On est suivi, Ismaël, la 14e édition de la fête des cultures, un énième rendez-vous des populations avec leur culture. À côté de ça, Ismaël, il y a eu une série d'hommages qui a commencé avec Pierre Akenenge, ensuite Pierre Claverne Zingebom, ensuite on a eu le dernier hommage, celui du baobab de la musique gabonaise, Mac Joss. Ceci étant, nous arrivons donc à la problématique de la restitution des biens culturels à l'Afrique. Il faut dire ici, Ismaël, que cela peut s'interpréter comme un réveil de certains pays africains, car ce sont des œuvres qui ont été pillées depuis l'époque coloniale. Et donc, à la demande de certains pays, notamment le Bénin, le président français Emmanuel Macron a donc décidé de restituer sans tarder 26 œuvres à ce pays qui avait donc contribué à lancer le dossier en réclamant donc la restitution des statues royales d'Ahomey. Retenons que les prochaines étapes sont déjà fixées. Il y a donc le Sénégal, le Burkina Faso et bien d'autres. Ceci étant, et pour ce qui est du Gabon. Et ceci étant, j'y arrive, la position du Gabon face à cette problématique est tout au plus méconnue. Les autorités ne se sont pas encore prononcées officiellement. Toutefois, si l'on s'en tient donc aux propos du ministre d'État en charge de la culture lors d'une interview, il disait que c'était un dossier qui était en étude. Ismaël, il faut dire que c'est au moins 90 000 œuvres d'art africain d'Afrique subsaharienne, allais-je dire, qui sont dans des collections publiques françaises. 70 000 se trouvent au Quai Branly, donc 46 000 acquis durant la période 1985-1960. Plus de 20 000 autres se trouvent dispersés dans de nombreux musées. Pour les autorités françaises, il faut le souligner, notamment Emmanuel Macron, il ne s'agit pas là de vider les musées, mais de travailler en étroite collaboration avec les pays qui revendiquent leurs biens. On comprend bien qu'il s'agit là d'un processus qui pourra prendre 2 à 5 ans. Effectivement. Merci Gabriel Ratanga. En sport, il y a eu des athlètes gabonais à célébrer en 2018. Un point noir sur le football gabonais, Limbris Boubala. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. On risque bien une année sabbatique au Gabon, faute de championnat. Les perspectives sont sombres pour nos Panthères qui veulent participer à l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quelles sont les dernières évolutions de cette actualité sportive? D'accord, il faut justement revenir, Ismaël, que le championnat gabonais déjà qui avait du mal à aller en son terme depuis quelques années. Donc en ce qui concerne la saison 2017-2018, par exemple, les acteurs ont mis en place ce qu'ils ont appelé un play-off pour pouvoir notamment déterminer quels sont les clubs qui devraient représenter le Gabon lors de Coupes internationales, d'où justement la sortie de Manga Sport et de l'AOCMS. En ce qui concerne donc justement Manga Sport, on connaît qu'ils sont sortis justement par la petite porte, mais c'est quoi le problème, Ismaël Bianzi, en ce qui concerne ce championnat? Ce n'est pas tant un problème de calendrier, c'est un problème d'argent, c'est un problème de budget. Donc il faut trouver justement les financements pour que ce championnat puisse aller à son terme. Il était question, notamment pour le patron de ce département, Alekol Bilebinze, qui avait réuni en son temps, on va dire, la Fédération gabonaise de football, la LINAF qui, elle, organise donc ce championnat-là, pour trouver les voies et moyens, d'accord, pour amener ce championnat à terme. Alors, il n'était pas question de démarrer un championnat qui va, au milieu de l'année, s'arrêter. D'où, justement, cette rencontre. Mais pour revenir, justement, et ça, il faut le citer, Ismaël Bianzi, le dictiste avec le Bilebinze qui dit, je cite, il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir, notamment, organiser un championnat qui va s'arrêter. Donc, nous avons discuté avec la Fédération gabonaise de football et la INAF et nous avons proposé un calendrier de championnat avec une évaluation financière autour de 4 milliards de nos francs CFA pour tenir compte des arriérés qui sont autour de 3 milliards, donc 7 milliards de francs CFA pour pouvoir organiser ce championnat. Mais malheureusement, le ministère n'a pas en son sein cette somme. Le ministère ne disposant que d'un seul milliard de francs CFA. Donc aujourd'hui, la question justement du report de ce championnat se pose
on n'a pas encore trouvé les dates, on n'a pas encore trouvé les moyens. Donc pour l'instant, cela bien évidemment a des conséquences. Les conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'élimination des deux clubs gabonais et aussi sur les contre-performances de l'équipe nationale qui reste encore une seule chance face au Burundi. Ce sera le 22 mars prochain, Ismaël Béonzé. Voilà, quels sont les athlètes à célébrer pour 2018? Il y a bien eu des médailles. Il y en a quelques-uns qui sortent, Dieu merci. Donc nous avons cité Stéphane Lasme qui lui est un basketteur qui évolue donc du côté de l'Europe, qui a été élu deuxième meilleur joueur africain évoluant au sein de ces championnats. Nous avons également Anthony Obam qui lui a été sacré, on va dire, meilleur athlète dans sa discipline, il est taekwondoïste. Et puis pourquoi pas, on regarde aussi les prestations de Pierre-Emerick Aubameyang qui aujourd'hui caracole en tête notamment du championnat anglais. Merci à Brice Boubala pour cette actualité sportive de 2018. Dans le tourbillon de l'actualité africaine de l'année 2018, fait des lendemains d'élections difficiles, de conflits en tout genre et d'attaques djihadistes, nous avons expressément choisi de vous parler de l'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons avec nous Abdulaziz Maïga de la rédaction de Gabon 24. Abdulaziz, bonsoir. Bonsoir Ismaël. Alors, quels sont les enseignements de son ascension, celle qui était chef de la diplomatie rwandaise, qui trône aujourd'hui à la tête de l'OIF, et sur quel dossier penche-t-elle en ce moment? Alors, il faut d'abord dire que Mushikiwabo, âgé de 57 ans, est la troisième personnalité africaine à accéder à cette fonction très attendue au niveau international. On parle de cette personne qui est aujourd'hui troisième sur le plan africain après l'Égyptien Boutros Ghali et après le Sénégalais Abdou Diouf. Alors la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cette femme pourra porter les bottes de ces deux personnalités précitées. Alors le défi est énorme pour cette femme qui vient rehausser aussi l'image du Rwanda mais aussi de la diplomatie africaine très active. Il faut dire que pour certains c'est une victoire pour Kagame, non seulement pour cette dame mais aussi pour l'émancipation de la femme africaine. Parce que après Michaël Jean, est-ce que cette femme pourra relever les défis? La question taraude encore l'esprit, mais qu'à cela ne tienne, le moins que l'on puisse dire est que Mushikiwabo est lancé sur plusieurs chantiers, promouvoir la langue française, mais surtout très attendu aussi sur le plan de la diplomatie très active, la paix, parce qu'il faut le dire, ça fait partie aussi d'un pan de la francophonie que certains ne maîtrisent surtout pas, mais on espère qu'elle fera honneur et que les attentes seront à la hauteur des défis qui sont bien sûr les défis de l'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui. Merci Abdulaziz Maïga. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Ainsi se referme cette première partie de l'édition spéciale 2018 sur Gabon 24. Je voudrais dire merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour ce qui est convenu d'appeler un rituel de notre grille des programmes, aussi à titre posthume au nom de mes collègues. Je rends un vibrant hommage à tous les confrères qui nous ont quittés en 2018 pour leur amour pour ce métier. Ils sont Lionel Gaston Dumbi Badinga, Louis-Claude Mouzigou Kumba et Yves Antonio Ogoula d'Africa numéro 1. On n'oublie pas Marius Pierre Funges de Radio Gabon. Pardonnez si j'en oublie, la liste est certainement longue. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission pour le décryptage de l'adresse à la nation du président de la République depuis Rabat au Maroc.